Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour. Bonjour Valérie. Pourquoi vous riez, Gilles ? Pour rien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel Cotta. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons évidemment rendre hommage à Jean-Pierre Elkabbach, parler de ce formidable intervieweur qui a traversé toute la Ve République quasiment. On va y revenir avec vous. Vous étiez prévu au programme puisqu'on va parler d'un formidable document qui va passer samedi sur Public Sénat. C'est le deuxième volet. Président, le prix à payer face à la société. Patrice Duhamel, Michel Cotta, Pauline Pallier. C'est une série de documents qui racontent la manière dont les présidents de la République sont confrontés au pouvoir avec face à la société, face à un certain nombre de difficultés, comment ils ont transformé face au terrorisme, il y a eu un épisode assez fort. Comment ils sont obligés de transformer la société. Et puis votre livre, ma 5e, qui sort chez Bouquin Édition, ça sort aujourd'hui même. Ve République, on peut en parler puisque c'est aujourd'hui justement on célèbre l'anniversaire de cette Ve République. Et puis avec vous, donc c'est un peu une spéciale Jean-Pierre Elkabbach dans cette première partie. Gilles, j'imagine que votre zapping lui est consacré. Absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. On a donc appris la disparition du journaliste de Jean-Pierre Elkabbach. Valérie, un intervieweur hors pair, une voix, une écriture, un caractère, un amour de la politique qu'il avait raconté en décembre 2022 sur le plateau de Quotidien. Écoutez. Quand on a accompagné pendant 5 ans le général de Gaulle dans tous ses voyages. Sans pouvoir lui poser une seule question. Oui, mais ça marque, mais même en le regardant à côté, vous dites c'est le 18 juin 40, c'est la lutte contre Staline, l'amitié avec Churchill, les plus grands. Et vous êtes à côté. Et moi, avec le Nagra, le magnéto qu'il connaît, qui pèse 10 à 12 kilos, j'étais tout le temps derrière lui. Et à Moscou, ou partout. Et comme ça, j'ai pu capter des moments. Et quand on a vécu cela... on ne peut plus se contenter de rencontrer des petits, on est marqué pour la vie. Et lui, il voulait rencontrer les grands parce que sa première rencontre forte, c'était De Gaulle. Jean-Pierre Elkabbach est connu évidemment pour ses punchlines et ses premières questions qui pouvaient déstabiliser les hommes politiques. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Vous n'avez pas de regrets ? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach ? Vous n'étiez pas je vous reconnais bien là dans la provocation. Il serait bon aussi que chez nous, à droite, au centre, on soit capable de montrer qu'il y a des idées nouvelles, il y a des visages nouveaux, on est capable de changer. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach ? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche ? Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, alors évidemment, on a beaucoup entendu ces sons, je vous les ai fait réécouter, mais moi, je vais vous faire écouter que cette façon d'interviewer a depuis fait école. Toujours copié, jamais égalé. C'est devenu les techniques de Sonia Mabrouk, de Thomas Soto et d'Apolline de Malherbe. Écoutez, ils font exactement pareil. Vous pouvez nous rassurer ce matin ? Sur quoi ? Alors il a été bon hier soir ? Parler du... Est-ce que c'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même ? À quel sujet ? Et comment ça va avec Elisabeth ? Elisabeth. Première question, est-ce que vous avez vérifié ce matin votre messagerie ? Pour vos appels ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Des nouvelles de quoi ? Ouais. C'est incroyable, hein ? Ouais. C'est incroyable. Il a effectivement, Michel Cotta, influencé et été le maître d'un certain nombre de journalistes. Sûrement. Et notamment de l'interview courte. Parce que c'est très difficile une interview courte. C'est beaucoup plus difficile qu'une interview longue où on prend son temps. Là, en 12 minutes, il fallait qu'il fasse dire à la personne qui l'interviewait, qui était quand même au cœur de l'actualité, la phrase qui serait reprise tout le temps, le scoop qui peut-être allait naître. Et là-dessus, il est vraiment... il travaillait beaucoup et donc, vous savez, quand il s'asseyait dans son bureau, il y avait pas seulement une petite fiche que lui passait un collaborateur, hein. Il y avait 100 pages de documents. Ouais. Et puis c'était quelqu'un qui
je veux dire, qui s'accrochait vraiment à l'actualité, qui avait un sens de l'actualité particulière. Par exemple, moi, je l'ai vu changer d'interlocuteur à minuit. Il avait déjà prévu évidemment un interlocuteur pour le lendemain matin à 8h, et comme quelque chose avait avait changé dans la nuit, il trouvait à minuit et demi, il pouvait téléphoner à quelqu'un en disant vous venez demain matin. Ouais. Et il y avait une exigence quoi chez lui. Alors de temps en temps l'exigence était pesant pour les équipes. Était pour les équipes relativement difficile. Moi de temps en temps par exemple on était en désaccord. Ça arrive. En tout cas c'est quelqu'un qui maîtrisait son métier et qui attendait qu'il adorait, et qui attendait une certaine excellence du métier. Qui faisait pas son métier au rabais. J'ai jamais vu faire un truc bâcler quelque chose. Voilà. C'était une drogue pour lui, l'information. Vous me disiez juste avant que vous l'aviez eu il y a 8 jours et qu'il lisait tout encore. Qu'il était complètement perfusé à l'information. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine et il passait son temps à lire des livres et les livres politiques qui sortaient. Ouais. Donc c'était vraiment une passion qu'il a contractée très jeune, avec l'Algérie. Est-ce que les politiques le craignaient ? Ah oui. Peut-être à la fin il s'était habitué, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous allez vers un mur et tout ça, peut-être il s'y attendait à la fin, mais quand même c'était quelqu'un de très redouté. Je sais que les gens préparaient les hommes politiques, ils n'arrivaient pas en sifflotant chez El Kabbach. Ils faisaient attention toujours aux mots qui partaient, à la façon dont ça allait être utilisé. Et puis ce qui est formidable je trouve dans ce métier d'intervieweur rapide, c'est que il faut à la fois avoir ces questions, mais à la fois écouter les réponses vraiment pour pouvoir rebondir et oublier toutes ces questions, les mettre à la poubelle et partir sur complètement autre chose. Et ça, il le sait comme personne. Oui. Et vous parliez de ses origines. Il est né en 1937 à Oran. Il avait fait ses débuts à Alger en 1960 à la Française, avant de rejoindre l'ORTF. Alors ses origines étaient importantes, Valérie, pour lui. Et d'ailleurs, il s'était battu au départ quand il est arrivé à la Française. On lui avait demandé de changer de nom et il n'avait pas voulu. À un moment de la guerre d'Algérie, les noms à consonance juive de là-bas, ou, à plus forte raison, algérienne, ça passait mal. Et on s'est battu pour le garder, et moi, je pensais que c'était une trahison à ma famille, à mes origines, au peuple dans lequel je vivais, je dirais même aux populations avec un S. Je me suis battu pour le garder, je l'ai gardé. Il avait ce côté méditerranéen qui s'emportait, généreux, ce côté-là à la Roger Alain. Plutôt colérique, oui. Il avait un tempérament méditerranéen, on pouvait dire ça, parce qu'il pouvait être explosif, et puis après, 30 secondes après, être très, très urbain et très sympathique. Oui, il avait et il le cultivait presque, puis c'était... On peut pas dire cultiver, c'était sa personnalité, il en a jamais changé, il explique très bien. Est-ce qu'on n'est pas dans la période d'El Kabbach et autres où c'était compliqué d'être une femme et vouloir faire de la politique ? Est-ce que c'était un peu les hommes qui avaient le pouvoir avec les politiciens ? Est-ce que c'était compliqué pour une femme ? Ça a bien changé, mais oui, les hommes avaient le monopole de l'interrogation politique. Enfin, ça n'empêche pas que il a, par exemple, moi, il m'avait confié une émission avec polémique et tout simplement, il pensait qu'on était peut-être, je sais pas moi, moins avisés, moins travailleuses que et puis on lui a montré que vous pouviez faire, on savait aussi travailler, mais non, c'était en plus un patron, parce qu'il a été patron d'Europe, que tous les gens craignaient. Et quand même, c'est vrai que quand on règne sur une rédaction, il faut à un moment donné manier le bâton et la sucrerie. Dire ça, je peux le faire, je peux le faire aussi, je peux le faire mieux. Mais
c'était en plus il lui arrivait d'être très très drôle. Vous dites méditerranéen, mais là c'est vrai, il lui arrivait d'être très très drôle. Et alors en plus il avait des espèces de rites, il déjeunait tous les matins à côté d'Europe avec Alain Duhamel. Et alors franchement, on fait pas, Dieu sait qu'ils se sont pas quittés toute leur vie, hein, et on fait pas plus dissemblable. Quelqu'un d'aussi l'eau et le feu. D'un Duhamel très calme et c'est pour ça que ça a très bien marché. C'est pour ça que le duo, et notamment quand même ils ont inventé l'émission politique. Non, il n'y avait pas d'émission politique avant, je dirais, avant Jacques Chaban-Delmas, c'est-à-dire avant 74. Vous voyez, c'était quand même des émissions très très plates, très lissées, très dictées par Alain Perfit, vous voyez. Et eux, ils ont vraiment, directeur de l'information, ils ont vraiment inventé un genre un genre d'interview à deux qui effectivement a marqué quand même la télévision française. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va évidemment parler de ce formidable documentaire, document en plusieurs parties qui sera diffusé sur Public Sénat, mais qui est déjà visible sur le site samedi prochain. Président, le prix à payer face à la société avec toutes les transformations sociétales qui ont été engagées par les présidents de la République. Puis Patrick Roger, le directeur de la rédaction et directeur de Sud Radio, sera avec nous pour évoquer Jean-Pierre Elkabbach, évidemment, dans quelques instants. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et notre invité aujourd'hui, Michel Cotta, à l'occasion de la parution de ses mémoires, d'une partie de vos mémoires, Michel Cotta, ma 5e, qui paraît aux éditions Bouquin. C'est des mémoires très politiques, ce sont des mémoires très politiques et très peu personnelles. Oui, mais c'est justement intéressant. Aujourd'hui, on célèbre les 65 ans de la 5e République. On va en parler dans un instant. On va parler de votre document avec Pauline Pallier et Patrice Duhamel qui va passer sur Public Sénat. Évidemment, ce matin, on évoque la mémoire de Jean-Pierre Elkabbach. On avait envie de vous avoir aussi ce matin, Patrick Roger. Vous l'avez évoqué dans votre matinale. Vous l'avez bien connu. Moins que Michel, mais peut-être. Mais oui, je l'ai côtoyé. On avait envie de savoir ce que vous gardez du journaliste Jean-Pierre Elkabbach. Du journaliste et puis de l'homme, parce que comme le disait en fait Michel, forcément, ses qualités intrinsèques passaient également dans ce qu'il faisait, ce qu'il produisait à l'antenne et dans ses décisions. Incontestablement. Et Jean-Pierre, non, c'était quelqu'un qui était curieux. Ce qui est le sel en fait de journalisme, c'est la curiosité. Et Jean-Pierre, il avait toujours cette notion de curiosité, de vouloir savoir, de comprendre, etc. Et moi, ce qui m'avait interpellé au tout début où j'étais à Europe 1, c'est pas si vieux que ça, 2010. Il faisait l'interview politique et à chaque fois que je le croisais, il me dit: qu'est-ce que tu poserais comme question demain à tel ministre, à telle personne? Qu'est-ce que tu poses? Alors qu'il l'avait préparé, anticipé lui-même avec son assistante qui était toujours là et puis lui-même. Mais il avait toujours envie de savoir parce que lui-même était bien conscient qu'il ne connaissait pas tout et qu'il y avait des questions et qu'on pouvait passer à côté de certaines choses. Et la fameuse déconnexion qu'on parle en fait des politiques, ça part souvent en fait de là. Et quand on est à Paris, quand on vit en fait dans un média un peu avec une rédaction, on est un peu en vase clos. Il y a besoin d'avoir aussi des choses qui viennent un peu de l'extérieur. Alors, je n'étais pas de l'extérieur puisque j'étais à Europe 1, mais quand même, je n'avais pas travaillé le dossier comme lui, et donc il pouvait y avoir. Et ça, ça fait partie des qualités fondamentales que peut avoir un journaliste. Après. Et comment était l'homme? Il était séducteur avec les filles, il aimait faire la fête, il était comment? Oui, c'est quelqu'un qui... pas faire la fête. Mais pas la fête, mais séduire, oui, bien sûr. Voilà. C'était un grand séducteur. Femme, homme, bien sûr, parce que il avait envie de plaire, il avait envie d'être regardé, d'être écouté, etc. Donc, bien sûr, il est une star, un peu. Oui, même s'il était fondamentalement journaliste et attaché quand même à la profondeur. Moi, quand j'évoquais souvent des questions ou des sujets, je voyais qu'il allait beaucoup en profondeur sur les sujets. C'est ce que disait Michel. Il arrivait, ce que disait Michel Cotta. Il n'était pas qu'en surface. Et puis non, et là où il était formidable. Honnêtement, j'ai une anecdote qui est assez incroyable avec lui. Je venais d'arriver 2-3 mois plus tôt comme directeur de la rédaction d'Europe 1, et il y avait Jean-Pierre, qui était un monument quand même, évidemment. Et un soir, 20h, je vois sa programmation pour le lendemain, et il avait programmé un écrivain.
mais qui était complètement en dehors de l'actualité. Donc, je dis c'est pas possible, on peut pas mettre ça, mais il y tenait. Ça faisait 15 jours qu'il revenait en boucle pour me dire on va le programmer, etc. Et là, il se trouve qu'il y avait un fait dans l'actualité qui était conséquent et grave, qui était les événements en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, c'était très grave. Et donc je l'appelle, il était 20h15, 20h30, et là on a une discussion très musclée, en fait, au téléphone, effectivement, avec Jean-Pierre. Et je lui dis, et il me dit non. Alors il revient à la charge pour me dire mais pourquoi l'importance en fait de cet écrivain, etc. Je lui dis oui, mais là Jean-Pierre, tu peux pas. Et donc effectivement, ça a été assez dur. Et on a raccroché. Et un quart d'heure après, il a envoyé sur le message général pour la rédaction que son invité pour le lendemain matin était en exclusivité l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui savait quand même remettre en cause, qui n'était pas sur des rails. Non. Il savait remettre en cause des choses et écouter. Et écouter, quoi, bien sûr. Même si après, il m'a dit, Patrick, on ne se parle plus jamais comme ça, etc. Je ne veux pas. Et évidemment, et puis je l'ai regretté sur le moment, parce que j'étais qui pour lui donner. Mais il paraît qu'il avait beaucoup de... Oui, qu'il doutait énormément, et encore en sortant d'une interview, il passait son temps à dire de Public Sénat, dire voilà, j'ai pas été ça allait. Tout le temps. Et il y a quelque chose c'est incroyable, parce qu'il a été... beaucoup de gens disaient il est insupportable à El Kabbach parce qu'il interrompt tout le temps ses invités. Et c'est vrai qu'il les interrompait régulièrement. Mais il faut savoir qu'il avait 8 minutes. Et en 8-10 minutes, c'est très difficile, quoi. Et il avait toutes ses fiches devant lui, avec des stabilos, des couleurs différentes, et il passait d'une fiche à une autre, et il écoutait toujours son invité. C'était formidable, c'est-à-dire il écoutait, il perdait pas le fil conducteur. C'est difficile, hein, sur cet exercice, Michel, que vous avez bien pratiqué, en 8-10 minutes, d'essayer de faire dire quelque chose à un invité politique, quoi. Alors, juste un témoignage d'un auditeur qui a été journaliste, qui dit: jeune stagiaire à Antenne 2, j'ai pu l'approcher lors des conférences de rédaction. Quand il parlait avec Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur à ses côtés, on entendait une mouche voler, alors qu'on était une trentaine dans la salle. Et une autre journaliste me dit: moi je l'ai eu comme patron à Public Sénat, il était très très dur. Voilà. Et puis c'était très très dur, parce qu'il était dur pour lui-même. Oui, très exigeant. Bon, alors il était dur pour les autres. Et puis ce qui restera, Michel, Patrick, Valérie, c'est évidemment son interview avec François Mitterrand, où les deux se sont confiés, et où il a été sur un sujet où François Mitterrand n'avait jamais été interrogé. Et évidemment, c'est sur son rôle durant la guerre. Et puis, est-ce qu'il était au courant qu'il y avait des camps de concentration? C'était un moment fort de télé. Mais alors, quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence des camps de concentration, des camps d'extermination, ça on l'a su plus tard? Pour les camps de concentration, j'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose. En 42? Non, mais beaucoup ont appris tout cela. Vous pourrez lire ça dans des textes de très grands résistants. Et aujourd'hui même, dans la bouche de quelques très importants résistants gaullistes, dirigeants du RPR, j'ai là quelques citations, mais oui, j'ai rien apporté, fais-le comme ça. Mais vous les retrouvez facilement, donc elle disait, moi j'ai appris ça en 44. Ce degré de sauvagerie, cette barbarie qui était inimaginable. Alors on continue? Mais oui, on continue. À Vichy, vous entrez... Si vous avez le temps. Oui, moi j'ai le temps. On va passer la nuit parce qu'il y a Jean-Luc Delarue qui nous attend tout à l'heure, mais vous entrez dans un service de documentation. Et on raconte, vous faites des fiches. Vous les rédigez vous-même? C'est incroyable, ce moment de télévision. Et puis, il y aura la Francisque, il y aura d'autres choses. Vraiment, tout a été abordé. Je pense que c'est ce qui restera aussi dans l'histoire. Et puis les entretiens avec Georges Marchais. Et cette fameuse phrase « Taisez-vous El Kabbach » qui n'a jamais été prononcée par Marchais. On a cherché le son, on n'a pas du tout trouvé. Mais surtout, ce qui était formidable, notamment dans ses relations avec François Mitterrand, c'est que quand François Mitterrand arrive, en 1981, El Kabbach quitte la direction et l'information d'Europe 1. Et puis, progressivement, il se revoit, Mitterrand l'apprécie, et c'est à lui
qu'il confie quand même cette énorme Absolument, interview, qui était une interview qui a duré en réalité 14 heures et dont on a fait 5 heures à peu près, et que Mitterrand a interrompu d'ailleurs à un moment donné. Il était déjà fatigué, on entend déjà sa voix. Mais ce qui est formidable, c'est que au fond, on dit que souvent il était trop proche des hommes politiques, c'est quelque chose, mais il était trop proche des hommes politiques parce qu'il voulait en tirer quelque chose et en tirer justement des arguments pour les interroger ou pour, à partir de ce que lui disait quelqu'un, interroger quelqu'un d'autre. Et donc ça, effectivement, il avait une proximité, mais je crois que ce serait une erreur. Une proximité avec la classe politique, mais c'est un peu notre génération qui est comme ça. Ça ne nous empêchait pas, et ça ne l'empêchait pas, de commencer des interviews par une question très ennuyeuse. Très musclée. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec Michel Cotta et on va continuer à parler politique avec vous, avec Ma cinquième, qui est ce livre que je n'ai pas lu encore, mais que je me régale de découvrir, puisque vous racontez, ce sont vos mémoires politique, votre traversée de cette 5e République du général de Gaulle. Vous vous êtes arrêté à François Mitterrand, c'est ça? Oui, c'est le premier tome. Dans ce livre. Et, il y aura un deuxième tome. En 4e de couverture, ce qui vous fascine, Michel Cotta, chez les hommes politiques, ce sont les fausses confidences destinées à être répétées, les vraies obtenues au moment où on ne s'y attend pas, les chemins suivis pour convaincre, les erreurs commises. C'est tout à fait dans ce que nous venons d'évoquer. Merci, on se retrouve tout de suite. Merci. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec ce matin la journaliste politique Michel Cotta, deux actualités, celle de cette série formidable de documentaires qui est diffusée sur Public Sénat et qui raconte au sein de cette 5e République ce à quoi les présidents de la République ont pu être confrontés. Il y a un document consacré au terrorisme, un autre qui est consacré au président face au peuple, et celui-ci est consacré aux grandes réformes de société qui ont été initiées par les présidents. Donc à chaque fois, oui. Et chaque président veut laisser sa trace avec une réforme de société importante. Et parmi les réformes qu'on n'attend pas, par exemple, celle du général de Gaulle. Incroyable, sur la pilule, c'est à la pilule, c'est à lui que remonte la pilule, sans doute avec l'influence de Tante Yvonne. Oui, ça j'ai découvert ça dans le document. Qui trouvait que c'était finalement un moyen plutôt intelligent. Oui, plutôt intelligent et plutôt moins intrusif, si j'ose dire. Mais on découvre que De Gaulle était vraiment contre. Il voulait pas. Il a vraiment été convaincu par elle. Oui, alors franchement, à son époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques. Moi, j'ai entendu des hommes politiques dire des sottises absolument extraordinaires pendant cette époque, et au moins lui n'en disait pas. Il réfléchissait sur le problème, et au fond, il a réfléchi, et la pilule est née à cause de Lucien Neuwirth, évidemment. Mais ce qui est assez fou dans ce documentaire, d'abord, ce qui est formidable, c'est la richesse des images d'archives qui sont diffusées. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'Assemblée nationale, les horreurs qui étaient dites, en particulier au moment de l'IVG. L'IVG, on rappelle que c'est Giscard qui a imposé grâce à Simone Veil. C'est Giscard, Chirac. Et malgré Chirac, à un moment donné, Chirac était assez contre. Il trouvait que c'était inutile de commencer un septennat par cette réforme, et il a eu l'habileté de la confier à Simone Veil, qui était pas une féministe parmi les autres, vous voyez, qui était d'abord ministre qui a exercé son ministère comme un homme l'aurait exercé, et qui a bien axé sa plaidoirie, parce que c'est bien une plaidoirie pour l'avortement, pour l'interruption volontaire de grossesse, sur les difficultés qu'avaient les femmes, sur les difficultés qu'éprouvaient les médecins, sur les difficultés de la société, et pas du tout, elle ne s'est pas passée sur un terrain, c'est un droit féminin comme les autres, vraisemblablement, elle aurait perdu. Et là, c'est donc Jacques Chirac qui l'a aidé, qui lui a donné
le dernier coup de main parce que la droite ne votait pas. Absolument. Et finalement, c'est une réforme qui a été votée, qui a été voulue par Giscard, mais votée par la gauche. Oui, mais Chirac s'en moquait, ne s'intéressait pas du tout au sujet en fait de l'IVG, mais politiquement, il a compris que ça pouvait être positif pour lui. Et puis, à un certain moment, il n'a pas voulu que Simone Veil soit en minorité à l'Assemblée nationale. Donc, il est allé à 3h du matin, il a convoqué les députés, il leur a dit vous êtes priés de voter tout de suite. Et avec Chirac, les gens ne plaisantaient pas. Il y a donc un groupe, un noyau de la droite la droite républicaine qui a voté, mais enfin, c'est surtout la gauche qui a fait passer la loi. Et pour la grande réforme de Mitterrand, c'est évidemment la peine de mort. Et à l'époque, lorsqu'il dit qu'il va abolir la peine de mort, la droite pense que c'est ça qui va le faire perdre les élections et qu'ils vont rester à la tête de la France. Oui, justement. C'est pour ça que avant même l'élection, on a posé, et justement, je crois que c'est Jean-Pierre, avec carte sur table, il a posé la question à Mitterrand, est-ce que vous abolirez la peine de mort? Et Mitterrand a dit, il faut toujours dire la vérité, je dis la vérité, oui, je suis contre la peine de mort. Ouais. En réalité, Robert Badinter explique assez bien. Il explique très bien dans le documentaire. Dans le documentaire que ça n'a pas été aussi clair que ça. C'est Badinter, surtout, qui mettait tout son cœur dans l'abolition de la peine de mort et qui a fini par convaincre Mitterrand. C'est ça, c'est la question de savoir comment s'imposent ces grands changements de société au président. On a eu le Pax avec Jospin, le mariage pour tous avec François Hollande. Qu'est-ce qui fait qu'un président choisit un combat plus qu'un autre? C'est aussi une question de société, à votre sens? Oui, c'est une question d'évolution. Ouais. C'est la façon dont il évalue l'évolution de la société. Est-ce que la société est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Et puis surtout, la question est quand même celle-ci. Est-ce que ce genre de réformes, qui forcément ont des adversaires, il faut les faire en début de mandat ou à la fin? Alors, Giscard, assez courageusement, avait décidé de le faire au début, puisque c'était vraiment son premier engagement. Mais est-ce que c'est courageux? Parce qu'au début, on dit qu'il y a les 100 jours où on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, justement, il faut en profiter. Donc c'est pas courageux de le faire au début. C'est risqué parce que tout est toujours risqué. Si vous ratez votre premier coup, dans les 100 jours, vous ratez votre premier coup, ça, vous en prenez... tout votre mandat, il faut tuer le mandat. La société. En revanche, François Hollande, donc, qui pour d'autres raisons a mis le mariage pour tous au milieu de son quinquennat, c'était plus difficile parce que déjà les oppositions s'étaient reformées et déjà ça dépassait beaucoup le Pax même, c'était pour ou contre François Hollande. Donc c'est vrai que c'est une question importante pour un président où il joue son va-tout. S'il le joue trop tôt et s'il le perd, c'est catastrophique. S'il le joue tard, il a plus de chances de le perdre. Et c'est pas non plus formidable pour la fin. Qu'est-ce que vous pensez de la NUPES, de tous ces nouveaux hommes politiques, les Boyards et autres, ou même à droite? Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération, vous qui avez connu des grands de la politique? Mais des jeunes aussi. Non, je pense que les extrémismes, quels qu'ils soient, ou le radicalisme, comme on dit maintenant, on dit davantage les radicaux, je pense que ce n'est pas autour des radicaux que se font les grandes unions. S'il y a une union de la gauche possible, elle se fait sur une base, à mon avis, elle se fera sur une base plus modérée que celle des extrémistes NUPES qui passent leur temps à quand même changer un tout petit peu l'ordre du Parlement et dont l'agressivité est au fond signe d'immobilisme parce que et contre-productive. Plus on gueule et moins on fait finalement. Oui. Nicolas Sarkozy est le seul à ne pas avoir fait de grandes réformes de société. Alors, il explique très bien il explique très bien et assez drôlement, je dois dire, que lui
lui, en tout cas, il a fait pour la première fois ce qu'aucun homme politique n'a fait en cours de mandat, divorcer. Voilà. Et d'une certaine façon, il fait que le divorce, c'est une réforme et qu'à partir du moment où c'est une réforme qui rentre dans les mœurs, tellement d'hommes politiques ont renoncé à divorcer en se disant ma carrière sera finie. Il y a eu rencard quand même. Non, c'était après. C'était après. Puis il n'était pas président de la République. C'était autre chose. Ces mémoires, Michel Cotta, ma cinquième, aux éditions Bouquin. Ma cinquième parce que c'est un regard très personnel sur cette 5e République. Vous racontez. On vous suit jeune journaliste puisque vous commencez à l'Express et c'est là que vous vous êtes piqué. Non, je commence à vrai dire à Sciences Po parce que par une chance incroyable, je voulais aller à l'Assemblée nationale. J'avais 20 ans, je faisais Sciences Po depuis un mois et mon professeur m'a dit très bien, allez-y, et c'était le 13 mai 1958. Bon, alors ça c'est une chance en journalisme incroyable. Et donc j'ai pratiquement pas quitté l'Assemblée nationale où tout se passait, jusqu'à l'installation du général de Gaulle. Et donc ça c'est quand même une veine. Et j'ai été accueilli d'ailleurs par des confrères qui m'expliquaient tout et qui m'ont mis le pied à l'étrier avec beaucoup de gentillesse. Ouais. Et puis après, alors évidemment, j'ai beaucoup suivi la politique, mais en me méfiant beaucoup de ce qu'on me disait. C'est-à-dire que j'avais comme principe tout de même de vérifier systématiquement tout, et bien m'en a pris. Parce que souvent, et ça se voit, des hommes politiques me disaient non, c'est comme ça que ça s'est passé. Un autre me disait non, et puis la vérité était souvent au milieu. Est-ce que la 5e est encore la bonne solution? Voilà, est-ce qu'elle a encore du sens à notre époque, la 5e? Écoutez, elle a résisté à tout. Elle a résisté au changement de majorité sur la gauche en 1981. Elle a résisté à la cohabitation. Au bout du compte, elle a permis la cohabitation. Je crois que son seul problème est d'exister quand le président a une majorité relative. Ça, c'est difficile, sûrement. Mais autrement, je trouve qu'elle est assez équilibrée et que notamment, c'est pas une constitution présidentielle où le président a toujours le dernier mot. C'est une république qui reste parlementaire avec l'exposition et même souvent bruyante des députés, trop bruyante quand il s'agit de la NUPES par hasard. Mais comment vous travaillez, comment vous avez travaillé, je parle pour ce livre, parce que vous avez pris des notes tout au long de votre vie? Tout le temps, oui. Parce que c'est plein d'anecdotes. Plein de petites histoires, de coulisses de cette 5e République. Donc vous avez des carnets sur lesquels vous écriviez. Je les ai publiés en partie, les carnets, mais c'était au jour le jour. Alors au fond, on voyait moins bien comment se dessinaient les choses. Là, je voulais faire c'est une histoire. C'est une histoire de la 5e République telle que je l'ai vécue. Et vous racontez effectivement les coups fourrés, la façon dont et puis finalement avec une chance, je maintiens qu'il y a la chance, ça existe beaucoup pour les journalistes. C'est-à-dire que je décide de temps en temps, je décide de suivre quelqu'un et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Où je vais par hasard. La première fois où je vois De Gaulle en meeting, c'est à Quimper et il annonce un référendum. Donc voilà, c'était. Qui est l'homme politique qui vous a le plus fasciné ou le plus impressionné? Dans cette période-là, ils étaient tous assez impressionnants. Alors, bien sûr, le plus romanesque était sûrement Mitterrand, avec ses différentes facettes et puis avec son autorité, etc. Le plus romantique, je dirais, c'était Giscard. Et sans doute le plus dense, c'était Georges Pompidou, mais
qui n'est pas allé jusqu'à la fin de son mandat et dont on ne saura jamais quel président, au fond, il aurait été. Voilà. Et puis il y a tous les autres, mais ça c'est le deuxième tome. Comme Jean-Pierre Elkabbach, la plage, le soleil, la bonne retraite avec un petit cocktail, c'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. Moi, le bureau de chômage, comme l'inscription à l'ANP, je veux pas. Vous voulez continuer à parler politique, à être là? Oui, écoutez, on a de la chance. Vous êtes pareil que lui. On a de la chance. Moi, j'ai de la chance d'avoir un recul maintenant qui s'agrandit et quand on écrit, tant qu'on perd pas la tête, on risque rien. Quand on perdra la tête, je m'arrêterai. Il y a Alain Duhamel aussi qui notre une génération. Catherine Ney, formidable, Gérard Carrérou. Bien sûr. Ces grands journalistes. Là, nous sommes les dinosaures. Voilà, les dinosaures, mais les dinosaures vivent longtemps et ont une on les oublie pas. Et en plus, la passion ne nous a pas quittés. Absolument, c'est ça qui est formidable. La passion de la politique ne m'a pas quitté, quel que soit. Ma cinquième, ça sort aujourd'hui aux éditions Bouquin. Michel Cotta, sont vos mémoires, cette 5e République. Vous racontez comment vous l'avez traversée avec les petits secrets et votre amour de la politique. Et puis ces documentaires que vous avez co-réalisés avec Pauline Pallier et Patrice Duhamel, qui racontent le prix à payer quand on est président de la République. Il y a un prix à payer en fonction des différents. Et il est dur d'ailleurs parce qu'il est rare qu'il soit réélu. Absolument. Merci à vous Michel Cotta, merci d'avoir été avec nous ce matin et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.